En France, quand on dit usine fantôme, on pense tout de suite à une ruine industrielle. La rouille, l'abandon, quoi. Oui, le silence de la mort économique. C'est ça. Mais nos sources aujourd'hui nous montrent qu'au Japon, l'expression veut dire tout l'inverse. C'est un lieu d'hyper-productivité plongé dans le noir. Le silence de la perfection mécanique. Exactement. Et c'est là que le sujet devient passionnant. On voit bien que l'un des outils les plus puissants pour la réindustrialisation, il fait terriblement peur en France. Ce deep dive va essayer de voir pourquoi et comment ce modèle s'adapte malgré tout. Alors allons-y. Pour comprendre ce qui se passe chez nous, il faut faire un détour par le Japon. Au pied de Mont Fuji, c'est ça? Oui, c'est là qu'on trouve l'usine Fanuc, l'archétype. Des robots qui fabriquent d'autres robots. 24 heures sur 24, l'usine peut tourner. 30 jours d'affilée, 100 personnes. Oui, jusqu'à 30 jours. Et d'ailleurs, le vice-président a une phrase qui résume tout. Il dit « Non seulement c'est éteint, mais on coupe aussi la clim et le chauffage. » Ah oui, c'est radical. Carrément. L'usine n'est plus un espace pour les humains, mais pour les machines. C'est très lié à leur culture, en fait. La figure d'Astro Boy, le robot partenaire. C'est ça, c'est un collaborateur. On est très loin de notre imaginaire à nous, hanté par le syndrome de Frankenstein ou... Terminator. Voilà. D'accord. Grosse différence culturelle. Mais alors, comment ça arrive en France? Parce qu'on n'entend jamais parler d'usine fantôme dans les discours officiels. Jamais. Non, le terme est tabou. On va plutôt parler d'industrie 4.0, d'usine du futur. Des euphémismes, en gros. Tout à fait. Et on justifie l'automatisation avec des arguments très précis. Soulager les travailleurs, relocaliser la production, et même des gains écologiques. Justement, ces gains écologiques. On en parle beaucoup, mais est-ce que fabriquer tous ces robots et alimenter les serveurs, ça ne déplace pas juste le problème? C'est une excellente question, et une de nos sources la soulève. Pour l'instant, on met surtout en avant l'économie d'énergie sur site. Pas de lumière, pas de chauffage. Le bilan global, lui, reste un vrai débat. D'accord. Mais l'exemple le plus concret de cette adaptation en France, c'est l'usine de Schneider Electric au Vaudreuil. Ce n'est pas une usine noire comme au Japon alors? Non, c'est ce que les sources appellent une usine grise. Grise, c'est-à-dire? C'est un modèle hybride. L'usine est hyper connectée. De jour, les équipes sont là, supervision, maintenance prédictive. D'accord, l'activité humaine. Oui. Et la nuit ou le week-end, l'usine bascule en mode quasi autonome. Un des directeurs disait « La journée, l'usine bourdonne, la nuit, c'est un balai silencieux de machines. » Et il y a un secteur où ça doit exploser, c'est la logistique, non? Avec le e-commerce? Ah bah oui. L'immédiateté. On pense tout de suite à la licorne française Exotech. Leur système Skypod, c'est impressionnant? C'est une parfaite illustration. Il faut imaginer un entrepôt, la nuit, où des dizaines de robots grimpent sur des étagères immenses. 12 mètres de haut, je crois. Oui, 12 mètres, pour réorganiser tout le stock dans le noir complet. Et quand les employés arrivent le matin, hop, les commandes sont prêtes. Le travail pénible est déjà fait. Mais si c'est si prometteur, même en version grise, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'en voit pas partout? En gros, il y a deux gros freins. Le premier, il est social. C'est la peur du chômage. L'équation classique. Un robot égale un emploi en moins. Voilà. C'est très ancré dans le discours syndical, notamment. Et les sources, qu'est-ce qu'elles disent? C'est une vraie destruction d'emplois ou plutôt une transformation des métiers? C'est surtout une transformation. Les emplois peu qualifiés diminuent, souvent par non-remplacement des départs à la retraite, et en parallèle, on crée des postes plus qualifiés de supervision, de maintenance. D'accord. Et le deuxième frein? Alors le deuxième, il est plus surprenant. C'est notre propre code du travail. Comment ça? Les lois sur le travail de nuit, elles sont extrêmement strictes et coûteuses en France. Oui, pour protéger les salariés. Bien sûr, mais ça crée un paradoxe qui est dingue. Il est souvent plus simple et juridiquement moins risqué d'abord zéro humain la nuit. Plutôt qu'un seul technicien de surveillance. Exactement, à cause de toutes les contraintes du travailleur isolé. C'est fou, je ne m'attendais pas à ça. Donc notre code du travail pourrait en fait accélérer l'arrivée d'usines sans humain la nuit. C'est contre-intuitif. Complètement. C'est une automatisation par la contrainte, pas que par l'ambition. Donc pour résumer, on ne va pas vers le modèle japonais pur. On va vers ce modèle hybride l'usine grise, humaine le jour, autonome la nuit. C'est ça. Une activité à plus forte valeur ajoutée en journée et une production mécanique pendant les heures creuses. Du coup, au fond, ce n'est pas le grand remplacement brutal qu'on imagine parfois. C'est plus une métamorphose invisible. Une métamorphose silencieuse, oui, qui se passe dans les zones industrielles, au rythme des départs en retraite, loin des regards. Et ça nous laisse avec une dernière question. Pendant que ces usines travaillent dans l'ombre pour nous livrer toujours plus vite, quelle sera la prochaine frontière?
la prochaine limite entre le travail qu'on réserve à l'humain et celui qu'on délègue au silence des machines.